La sculpture implique des contraintes particulières et un certain inconfort. L'obligation de travailler avec ses mains un matériau extrêmement salissant est contrebalancée par le sentiment de créer une œuvre originale. Le matériau le plus vil peut devenir porteur des sentiments les plus élevés. L'atelier de sculpture est un lieu d'apprentissage, mais aussi d'échange et de rencontre. L'atmosphère y est détendue, non conventionnelle, souvent familière, mais l'attention est soutenue. Bien que chacun poursuive une œuvre individuelle, les échanges et l'assistance mutuelle sont fréquents. La simplicité du matériau de terre, ajoutée à l'authenticité du travail de chaque élève, font que la relation de groupe est forte et soutient chacun. La séance ce jour-là était consacrée à l'évidement d'un buste d'argile qui avait été sculpté la semaine précédente d'après un modèle vivant. La diversité des techniques de la sculpture est presque illimitée. On peut les classer en technique du modelage sur l'argile, la cire et le plâtre, technique de la taille sur la pierre, le bois et les matériaux d'origine animale, corne, os, ivoire, technique de travail des métaux par fonte, mise en forme et par traitement des surfaces métalliques, et enfin technique de moulage sur le ciment, le papier mâché et les matières plastiques. Mais le modelage de l'argile est le préambule habituel des autres techniques, car il s'agit d'un matériau souple, il permet l'étude des formes et la confection de maquettes et de mise au point, il évite les armatures. Les débutants sont souvent peu enclins à la pratique du dessin et au contraire attirés par le contact de la terre et l'idée de créer des volumes. Dans le cadre de la terre à cuire, la barbotine est une boue diluée dont on enduit les surfaces de section avant de les remettre en contact les unes avec les autres et qui fait office de ciment. Les outils du modelage sont peu nombreux et d'une grande simplicité. La main et les doigts sont les meilleurs instruments. Ils suffisent parfois à la réalisation d'une œuvre complète. Ils travaillent souvent symétriquement. Les pouces travaillent par leur pulpe et leur face palmaire, la paume de la main et les autres doigts sont également utilisés très fréquemment. Les spatules sont des couteaux métalliques et flexibles. Ils peuvent être remplacés avantageusement par un simple couteau de cuisine qui travaille par son tranchant pour réaliser des sillons, par ses faces pour rendre la surface de l'argile plus lisse, et qui permet également de retirer des grandes plaques d'argile pour créer des surfaces planes. Les mirettes sont des tiges cylindriques en bois munis d'anneaux métalliques aux extrémités. Ces anneaux ont également des formes très variées, planes ou convexes. Ils laissent des traces concaves et lisses, à l'exception des mirettes gradinées qui laissent des marques rugueuses. Les ébauchoirs ont la forme de tiges cylindriques aux extrémités aplaties ou renflées. Ils sont de formes très variées. Les traces qu'ils laissent sur la terre sont lisses ou striées, suivant que leur bord est droit ou denté. Ils sont destinés à écraser ou étendre les boulettes de terre ou à faire des incisions. Ils sont généralement en buis ou en métal. Un compas courbe d'épaisseur permet de mesurer le diamètre extérieur d'un volume. La tournette est un plateau tournant que l'on peut déposer sur une table de travail.
La sellette ou selle de sculpteur est un escabeau surmonté d'un plateau tournant sur laquelle est placée la pièce. On distingue deux grandes catégories de sculptures, le relief et la ronde-bosse. Les reliefs sont des sculptures qui s'inscrivent dans un plan. Les premiers travaux consistent à copier des bas-reliefs classiques, la feuille d'acanthe par exemple. Ils constituent une transition entre la peinture et la sculpture, proprement dite en ronde-bosse. L'observation des proportions, des directions, des plans, voici un nouveau langage que les yeux et les doigts découvrent peu à peu. L'étude des trois grâces est déjà plus difficile, car le degré de projection des figures au-dessus du plan est plus important. Les ronde-bosse sont des sculptures autonomes, non intégrées à un fond et conçues de façon à pouvoir être observées de tous les côtés. Des copies en plâtre de statues du musée du Louvre sont proposées, telles que la tête de prophète, la Vénus de Milo. À ce stade-là, les élèves sont souvent étonnés de leurs possibilités et des résultats. Ils prennent confiance en eux et assez rapidement, les plâtres sont remplacés par des modèles naturels, études de drapés tout d'abord, puis des modèles vivants viennent poser, tels que ce lecteur assis, dont on peut voir plusieurs versions. Avec Marco, modèle vivant nu, commence l'étude anatomique du corps humain. Une pose compatible avec la technique de la terre à cuire est choisie et étudiée pendant un mois. À ce stade, on se rend compte que pour certains, ce qui est le plus difficile, c'est d'assimiler et de mémoriser les informations recueillies par l'œil pour les transformer en instructions précises, utilisables par la main. On exécute ce qu'on croit voir et pas ce qu'on voit réellement. Par exemple, un torse vu de profil et qu'on réalise de face, ou des axes inversés. Les yeux voient, mais l'attention est ailleurs. Ce qui n'est pas intégré dans l'esprit ne s'exprime pas bien. Marie-Sophie, modèle féminin, a permis d'effectuer des études de buste. À ce stade, le modelage devient un exercice d'attention, de décontraction vigilante, d'observation précise. Il faut saisir l'essentiel sans crispation, s'attacher à la reproduction précise des détails et des proportions pour obtenir une parfaite ressemblance. Guylaine, modèle féminin, a été étudié pendant plusieurs séances. Puis, les études en terre ont été retirées et il a été demandé à ceux qui le désiraient de réaliser ce sujet de mémoire en essayant d'exprimer ce qu'ils avaient retenu de plus caractéristique dans ce modèle. Les résultats furent très encourageants et très appréciés, malgré les frayeurs du départ. Les statuettes refaites de mémoire avaient une attitude plus vraie, plus expressive. La crispation de l'œil qui veut s'accrocher à tout prix à enregistrer un maximum d'informations avait disparu.